Lorsque les patients rentrent en réanimation, ils y restent en moyenne entre 5 et 6 jours avant de ressortir vers des lits de médecine. Plus les personnes sont âgées et plus l'état est grave, plus ils vont rester longtemps. Et les plus graves restent malheureusement parfois beaucoup plus longtemps. Il y en a qui, depuis le début de l'épidémie, n'ont pas réussi à sortir. La grande majorité des patients hospitalisés en réanimation sont des hommes qui ont entre 50 et 75 ans et qui ont une atteinte respiratoire très sévère. Ils vont nécessiter 8 fois sur 10 d'être endormis pour être placés sous respiration artificielle. Mais parfois, c'est même pas suffisant. Il faut en plus qu'on les retourne, qu'on les mette en faisant respirer plus de la moitié du temps sur le ventre, puis sur le dos, puis sur le ventre, puis sur le dos. En faisant ça, on aère un petit peu mieux les poumons et on améliore l'oxygénation. Mais c'est une réanimation qui est extrêmement agressive et qui fatigue beaucoup les corps. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des facteurs favorisants qui sont, outre le fait d'être un homme, le fait d'être hypertendu, d'avoir du surpoids, d'être diabétique. Ce sont des facteurs qui, pris séparément, sont associés à une augmentation du risque, mais ensemble, il y a une potentialisation de ces effets, expliquant le fait qu'on puisse avoir des gens jeunes qui sont extrêmement malades. Alors, le patient qui sort de réa, c'est un patient qui vient de courir un marathon. Enfin, pour vous faire une petite idée, si vous ne courez pas le marathon, puis si vous le courez, vous savez de quoi je parle aussi, mais il faut qu'il se repose. Alors, il ne faut pas non seulement se reposer, il faut poursuivre les traitements qui sont plus des traitements très intensifs, mais dont on a besoin, mais il faut revenir à la vie. La réanimation, c'est maintenir en vie, il faut ensuite se réadapter, l'organisme, le psychisme, pour reprendre une vie, alors je dirais pas de travail, hein, mais une vie normale. Et il y a en général une dizaine de jours que les patients passent à l'hôpital après leur sortie de réanimation. Ils vont la passer la plupart du temps dans un service de médecine, et pour une fraction assez significative d'entre eux et qui augmente avec l'âge, ils vont après le service de médecine aller en soins de suite et de réadaptation pour se réadapter à la vie de tous les jours. Alors heureusement, on a des équipes de pharmacie en particulier, mais des équipes de services techniques qui sont incroyables et qui, jour comme nuit, essaient de trouver les médicaments qui nous manquent. Et lorsqu'on n'arrive pas à mettre la main dessus, en général temporairement, mais ils arrivent à les trouver avec un petit peu de délai, eh bien, en collaboration avec eux, on s'organise et on établit des procédures alternatives. Par exemple, pour les médicaments qui font dormir, on a fort heureusement toute une pharmacopée dans laquelle on peut puiser. Et pharmaciens et cliniciens se mettent d'accord sur des stratégies à adopter en cas de tension sur les stocks. À ma connaissance, il n'y a pas de pénurie de médicaments qui ait mis en péril la survie des malades. On n'a pas connu en France d'épidémie aussi intense que celle-ci. On a eu une alerte SRAS, il y a eu des alertes Ebola, mais jamais on a eu à faire face à une pareille situation épidémique qui touchait autant de monde avec autant de besoins de réanimation. Donc, elle est nouvelle dans tous les sens, en ceci que on n'a jamais eu quelque chose d'aussi long, d'aussi intense, qui mette autant en tension l'ensemble du système sanitaire. On a connu des situations de tension, mais qui étaient plutôt liées à des actes traumatiques, liés aux attentats des années 2015-2016, avec en fait une dynamique de crise complètement différente. C'est très très intense lorsque les patients arrivent, mais très vite l'hôpital peut retourner à un fonctionnement normal. Là, on a un plan blanc qui est déclenché depuis plus d'un mois, et l'hôpital est complètement arrêté depuis un mois, sauf au profit de la prise en charge des victimes du Covid et évidemment des urgences des patients qui n'ont pas le Covid. En 2015, c'était des patients jeunes avec une vraie identification sociale, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils appartenaient au groupe d'âge des soignants. C'était un afflux massif en une très courte période de temps. Certes, c'était abominablement long pour les victimes, mais on a un afflux qui a commencé vers 21h30 et qui a fini à 6h du matin. Finalement, quand on compare à aujourd'hui, on se rend compte que c'est une échelle de temps qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit actuellement, où chaque jour, on continue de prendre des dizaines de malades en plus dans les réanimations.
Il y avait besoin en 2015 de gestes de sauvetage en grand nombre, alors que là, il y en a besoin de gestes de réanimation sur une durée très prolongée. La densité de soins n'est pas la même, si vous voulez. La prise en charge était réellement multidisciplinaire. Il a fallu des urgentistes, des anesthésistes réanimateurs, des chirurgiens, des réanimateurs, des kinés. Enfin bref, ça a été en un temps très, très condensé, énormément d'intervenants. Là, il y aura tout un temps d'intervenants, mais probablement sur une durée un petit peu plus longue. On a le temps de se préparer. L'impact était limité dans le temps sur le système sanitaire, qui est revenu assez vite à l'état initial. Et on n'était pas préparé. Là, il y a des points de convergence maintenant entre ces deux crises, si j'ose dire. C'est que dans les deux cas, il y avait une stratégie de gestion de crise qui était prédéfinie. Et puis, les effets à obtenir sont similaires, c'est-à-dire qu'en médecine de catastrophe, qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'hôpital, qu'il s'agisse de traumatologie ou d'événements infectieux comme ça, que ce soit court ou long en termes de durée, la primauté est au maintien du flux de malades. Une fois que le patient commence à aller un petit peu mieux, qu'on le sorte de cette réanimation ultra spécialisée, vers une réanimation niveau intermédiaire. Niveau intermédiaire ne veut pas dire de moins de niveau médical, c'est pas ça. Simplement d'une réanimation qui offre qui dispose de moyens un petit peu moins lourds parce que le patient n'en a plus besoin à ce moment-là. Une fois, oui, parce que avant 2015, l'hôpital ne se souciait pas des crises. Le seul exercice qu'on ait fait, c'était le 13 novembre 2015 au matin. C'est le seul. Voilà. Par le plus grand des hasards. Pourquoi ? Parce qu'on considérait, il était un dogme disant que s'il y avait une crise, elle serait pilotée par l'ensemble des structures préhospitalières, le SAMU bien sûr, les forces de sécurité, les forces de secours. Bon, on s'est rendu compte que c'était fragile comme dogme et qu'on devait se préparer à ce que l'hôpital soit mis en tension. Et donc du coup, 2015 a conduit, dans les années qui ont suivi, à s'acculturer à l'hôpital, à essayer de changer le sorte de logiciel. Donc, on a lancé des programmes d'abord d'écriture de doctrine, d'enseignement et d'exercice. Donc, on a fait comme ça on a balayé pas mal de champs, qu'il s'agisse de l'afflux massif de victimes, d'attaques chimiques, d'attaques terroristes à l'intérieur de l'hôpital, de pannes électriques, de feux, d'inondations ou autres. Et tous ces plans, ces enseignements, ces exercices ont contribué à acculturer le personnel à une situation un peu instable de crise, pour essayer de les mettre en capacité de répondre le jour où ça va pas. Et honnêtement, je pense que ça a vraiment contribué à permettre la réponse qu'on connaît actuellement. Un directeur médical de crise, c'est le bras armé médical de la directrice de l'hôpital. Je suis là pour analyser la situation, ce qu'on appelle situation sanitaire exceptionnelle, pour analyser la crise d'un point de vue médical et d'établir une stratégie de réponse médicale pour l'établissement. Alors, c'est pas un Deus ex machina, hein, je dirais plutôt que c'est un chef d'orchestre qui est là pour avoir, je vais chercher de l'information à peu près partout où on peut m'en donner, en la compilant, je m'entoure d'un certain nombre de confrères et consoeurs qui sont spécialistes dans leur domaine, qui apportent l'information, qui, outre l'information, apportent aussi une analyse et des solutions. Et mon travail, c'est d'aider la directrice à prendre des décisions d'organisation de soins et d'organisation de l'hôpital pour répondre au mieux à la demande. Donc, on évalue les ressources dont on a besoin, on propose la réorganisation des soins, hein, et puis, une fois qu'on a lancé, on pilote cette réponse-là. On pilote, par exemple, la montée en puissance des réanimations en disant il faut plus de lits de réanimation, comment on va faire ? Et on construit ça ensemble. Il faut définir l'objectif et c'est ça mon travail. Et de la même façon que on fera le chemin inverse. Alors, c'est pas pour tout de suite. Quand il faudra commencer à revenir à un fonctionnement un peu plus normal, ça va pas se faire de manière instantanée. Ça va être beaucoup plus lent que la montée en charge. Et ça s'appelle de la conduite de crise. Donc, je ne fais qu'appliquer ces principes de conduite de crise. On a vite émis l'hypothèse que pour assurer du flux, il fallait qu'on accélère le flux de sortie des malades. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les malades, il faut qu'ils soient en bonne santé pour sortir. Certains, malheureusement, vont décéder, mais il y a tout un tas de patients dont l'état clinique va s'améliorer et qui, passés quelques jours, ne vont plus avoir besoin d'une réanimation de très haute intensité. Et on va pouvoir les transférer vers des réanimations d'intensité un petit peu moindre et donc libérer des places. Et donc, on a constitué sur l'ensemble du périmètre de Sorbonne Université une cellule constituée de 3 médecins à tour de rôle et de 2 infirmières
qui ont pour mission d'identifier sur les 350 lits de réanimation de Sorbonne Université les patients qui sont éligibles à un transfert, en gros des patients qui vont mieux. Leur deuxième mission, c'est de repérer en Île-de-France, ils vont pas au-delà des limites de l'Île-de-France, des lits disponibles en réanimation dite de niveau intermédiaire. Et une fois qu'ils ont la réanimation d'origine, la réanimation de destination, ils trouvent le vecteur. La plupart du temps, c'est une ambulance qu'on a mis à leur disposition, mais ça peut être un hélicoptère. Ils vont organiser des transferts héliportés vers le point de chute du malade. Et ils assurent par ailleurs le transfert, c'est-à-dire que c'est eux qui vont armer avec leurs équipes, avec un médecin et un chirurgien, qui vont aller chercher le malade, je vous le dis, soit en ambulance, soit en hélicoptère, pour l'amener jusqu'à destination. Et à l'heure où je vous parle, ils en sont à 76 malades qui ont été évacués en 12 jours. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour, cette petite cellule dynamo arrive à doubler le flux sortant de malades de réanimation et donc doubler le nombre de places qu'on met à disposition des SAMU, à disposition des autres services d'Île-de-France pour prendre des malades. Collaborateurs du quotidien, on est confrères et consoeurs, on travaille ensemble au bloc opératoire puisque je suis anesthésiiste réanimateur. Je savais que c'était des gens bien, mais là, ils viennent de le confirmer. C'est-à-dire que brutalement, toute leur activité s'est arrêtée, sauf l'activité de réelle urgence. L'urgence, la péritonite, par exemple, ou de la fracture, mais aussi l'urgence, comme par exemple un cancer. Mais passé ça, 90% de l'activité chirurgicale s'est arrêtée. On avait dans l'hôpital des soignants extrêmement compétents et motivés pour aider et qui se retrouvaient désœuvrés. Donc on leur a demandé de l'aide. Ils ont tous répondu présent de manière exceptionnelle. Bien sûr, ils ont continué leur activité d'urgence en continuant d'assurer les gardes, parce qu'il y a encore des patients qui ont des appendicites, qui font l'infarctus, ou quelques-uns qui tombent de leur balcon parce qu'ils ont une maladie psychiatrique. Mais on a besoin d'eux aux soins des patients Covid, alors même que ce n'est pas leur domaine de compétence. Donc on leur a demandé d'aider au transfert. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils partent avec un anesthésiste réanimateur ou un réanimateur médical dans une ambulance ou un hélico pour transférer les patients. Ils aident à la régulation des patients, donc tout un tas de chirurgiens qui sont organisés sous le l'aide de Yann Park au SAMU Zonal, au SAMU de Paris, là, pour établir une cellule d'aide à la régulation et à l'orientation des patients pour l'ensemble de l'Île-de-France. C'est absolument exceptionnel. Une aide aux soignants, tout un tas de chirurgiens qui ont dit, écoute, moi je peux très bien venir en aide et assister un ou une infirmière, un ou une aide-soignante, au besoin avec une petite formation permettant de se sentir un peu moins gauche. Alors, il ne s'agit pas de remplacer, parce que quand même 3 ans pour être infirmier, on ne va pas se faire en 2 coups de cuillère à peau, mais ils peuvent venir en appui, et en général, c'est assez apprécié. Et puis, on les a aussi mobilisés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait besoin de retourner les patients pour qu'ils passent. Alors, en gros, c'est 8 heures sur le dos, 16 heures sur le ventre chaque jour. Je vous ai dit que c'était des patients qui étaient parfois un peu en surpoids. Quand il faut retourner un patient de 145 kg en prenant d'infinies précautions pour ne pas arracher le moindre cathéter, il faut être nombreux. Ça consomme énormément de ressources, ça prend du temps. Et donc, on a tout un tas de chirurgiens et d'équipes chirurgicales, aidés d'infirmiers de bloc opératoire, qui ont l'habitude de faire ça, parce que notamment les chirurgiens orthopédistes et les neurochirurgiens qui opèrent le dos, ils commencent par retourner les malades avant d'opérer, donc ils savent parfaitement faire. Et on a confié à 2 chirurgiens, le docteur Drouin et le professeur Carpentier, le soin de monter 2 cellules sur Pitié. Ils ont fait la même chose sur Saint-Antoine et sur Tenon, des cellules à la Pitié, elles s'appellent Pirouette. Vous m'aurez compris pourquoi, parce qu'il fallait faire une petite gymnastique. Et donc, sont eux qui vont faire. De mémoire, à Saint-Antoine, ils l'ont appelé Suzette. Et puis, je crois qu'à Tenon, ils ont appelé ça U-turn. Voilà. Mais une mobilisation exceptionnelle, et dans le parfait esprit du plan blanc, c'est-à-dire polarisation de l'ensemble des moyens de l'hôpital au service de la résolution de la crise.